TV Liberté, nous arrivons ce mercredi à la 200e émission de Perles de Culture. Remercions la chaîne de nous offrir ces pages en dehors de la politique qui, je crois, nous sont précieuses. Pour célébrer cet événement, nous allons faire la fête. Et pour faire la fête, nous allons au théâtre avec un homme de théâtre, Jean-Pierre Pellaez. Bonjour. Bonjour. Vous le connaissez, il est venu nous présenter son livre sur la création théâtrale et ses dérives. Alors, Jean-Pierre Pellaez est un homme sur le berceau duquel les faits se sont penchés. Il est agrégé de lettres, il est musicien et il est auteur de théâtre. Et il rédige en alexandrin. Excusez du peu. Ces pièces de théâtre, eh bien, il a travaillé d'abord avec Savary, avec Pieplu, à France Culture. Il a écrit aussi une pièce en l'honneur de Macron, Polite Circus. Oui, Polite Circus qui a inventé le mouvement En Marche. Ça s'appelle l'Union En Marche. Et puis, une de ses grandes pièces qui a beaucoup tourné, c'est le Barillet. Le Barillet, oui, qui en a des milliers de représentations. Et là, avec ses singes savants, Jean-Pierre Pellaez nous fait un petit portrait savoureux d'un certain nombre de trissotins et trissotines de notre temps. Voilà, alors, pouvez-vous nous présenter les singes savants? Alors, je présenterai même la trilogie Molière, en fait, qui est l'œuvre complète, oui, avec les 3 volets. Les singes savants, c'est le premier volet de la pièce. Donc, c'est le premier que j'ai écrit, qui s'inspire des femmes savantes. Donc j'ai écrit aux alentours de 2000, peut-être un peu avant, et qui a été créé en 2005, donc par Jean-Louis Sol, ici derrière moi, et Suzanne de Morlon, qui jouait le rôle d'Anida, qui correspond à Philaminte. On l'avait créé à Pézenas, qui est la ville de Molière, puisqu'il a fait un long séjour chez le prince de Conti. Donc nous l'avions créé l'été, elle a tourné en Languedoc, elle a eu pas mal de succès. Et donc c'est une description des pédants et des snobs d'aujourd'hui. Je voyais tous ces metteurs en scène il y en a beaucoup qui sont très pédants et qui jouent Molière, et je me disais, mais bon sang, Molière les a déjà dépeints de son temps. Il suffit, alors vous verrez qu'un des extraits qu'on présentera tout à l'heure, c'est un metteur en scène qui vient chez la responsable du théâtre de la Drac présenter sa mise en scène du 3e acte, justement, donc sa mise en scène de 2 trissotins en train de jouer le sonnet, le fameux sonnet à la princesse sur Annie. Voilà, donc en fait, donc, cette trilogie Molière après comprend un 2e volet qui est le Tartuffe nouveau, qui s'inspire du Tartuffe de la même façon, qui a été créé à Avignon en 2014 et qui a eu un succès fou. Et puis donc la dernière, je viens de la terminer il n'y a pas longtemps, je pense que je vais avoir beaucoup de mal à faire créer, c'est l'école des femmes, la transposition de l'école des femmes. Nous vous la réservons pour la 300e. Voilà, si vous voulez. Est-ce que vous voulez présenter vos acteurs? Alors, les acteurs, donc, nous avons Suzanne de Morlon, Agnès Affria, François Garrigue, et puis donc, de l'autre côté, Jean-Louis Sol donc, et Jean-Christophe Lebert, voilà, qui vont lire, donc, c'est surtout la fin du 1er acte, et puis le 2e et le 3e acte. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci à vous. Sylvain Clitandre cherche l'appui de la tante d'Anne-Marie pour pouvoir l'épouser. Rideau. Madame, pourrais-je vous parler? Doucement. Une femme bientôt seule ne pourra plus sortir. Oui, à la fac, au lycée, dans la rue, nous sommes sans arrêt et partout harcelés. Et j'ai pour aujourd'hui déjà plus que donné un homme à essayer dans le bus ce matin, au-dessus du genou, de me mettre la main. Et s'il n'avait pas reçu de moi un coup de botte, il me l'aurait plongé au fond de la culotte. Pardonnez-moi, madame, mais mon empressement était juste l'effet d'un amour, d'un tourment. Stop! N'en dites pas plus. Je vous arrête là. Non, monsieur, j'ai dit, restez-en là. Si votre libido vous a mis dans la tête que ce soir je serai votre ultime conquête, que vous allez de moi faire votre maîtresse, que je vais me soumettre à toutes vos caresses, abandonner mon corps à vos pires fantasmes, que vous pourrez jouir de mes cris et mes spasmes, je vous le dis tout net, vous perdez votre temps. Ce ne sera pas de sitôt le moment.
Dans ma démarche, il n'est aucune ambiguïté. Je n'avais sur ce point nulle arrière-pensée. Les hommes disent tous tout ce que vous me dites. Mais à la fin, ils vous sortent leur... Ils ne pensent qu'à ça. Vous vous trompez sur mes intentions, madame, et c'est bien sans raison. L'inconscient. Souvent, on nous joue de vilains tours. De votre acte, aussi bien que de votre discours, avez-vous bien pesé, analysé les causes? Et pour quelles raisons vous vouliez cette chose? Je suis amoureux fou. Ne le disais-je pas? Un homme ne peut voir une femme ici-bas sans lui faire aussitôt des déclarations, ou bien la harceler de propositions. Mais c'est d'Anne-Marie, mon amour, mon refuge que je voulais parler. L'habile subterfuge. Oh! L'ingénieux détour. Mais le refoulement se révèle par là d'autant plus important. Oui, je veux l'inviter à partir avec moi cet été, en voyage, et c'est aussi pourquoi... Partir seul en voyage avec vous cet été? Me retrouver à votre merci, désarmé? Qui parle de voyage avec vous? Non, vraiment, je n'ai pas ce désir. Mais malheureusement, jeune homme, sachez-le, je ne puis ni ne veux expliciter ici de vos désirs le nœud. Votre problème est grave. Et de votre névrose, l'analyste lui seul saurait trouver la cause, qui est le seul capable de neutralité. Car sinon, le transfert en serait augmenté. Que veut dire à la fin tous ces galimatias? Il veut dire qu'en fait, inconsciemment ou pas, c'est non Anne-Marie, mais bien une autre femme pour qui vous nourrissez une secrète flamme. Lacan nous fait bien voir dans ses fameux écrits que toujours du désir, et surtout du pénis. Le lieu alternatif nous renvoie à la mer. Madame, je vous prie, cessez tous ces mystères. De qui prétendez-vous que je suis amoureux? Vous la nommer ici ne servirait, monsieur, qu'à vous faire nier un peu plus l'évidence. Et vous-même en devez en prendre conscience. Ce que vous dites est faux. Bien sûr que je le nie, puisque je suis épris, vraiment, d'Anne-Marie. C'est ce que vous croyez. Mais alors, dites-moi, pourquoi m'en parlez-vous précisément à moi? À moi et pas une autre. Et vous êtes sa tante. Ah, le transfert est classique. Et la chose évidente, mère et tante sont sœurs. Laissez-moi m'expliquer. Je ne vous ai laissé que trop vous expliquer. Sachez que d'un désir qui renvoie à l'enfance, vous avez refoulé les profondes tendances à cause d'une mère qui vous a castré. Et tout en le fuyant, toujours, vous le cherchez. Mon désir est très clair. Je vous jure. Mon cœur bat pour Anne-Marie, mais votre belle-sœur... Ma belle-sœur aussi? Oh, la névrose est extrême. Et plus grande qu'on croit l'étendue du problème. Si vous voulez me dire toute votre flamme, jeune homme, il faut libérer votre côté femme et résoudre avant vos problèmes personnels. Mais stop! Ça devient du harcèlement sexuel! Mon grand-père, Aristide Razan, était chef de gare, socialiste et militant de base. Sa femme était la maîtresse d'un ministre qui disait faire du social avec elle. Et comme il était d'une grande conscience professionnelle et qu'attentif d'abord à l'heure des trains, il avait fermé les yeux sur les retards de sa femme, lorsqu'il prit sa retraite, en récompense de son sens civique, il fut décoré par le président de la République. Son fils unique, notre père, converti au libéralisme de gauche, fit des études de médecine remboursée. Devenu médecin accoucheur et psychothérapeute pour femmes, dont il recherchait les transferts, il succomba à sa passion pour la chorégraphie. Il dilapida sa fortune avec une call girl qui se faisait passer pour une danseuse et ruina notre famille. À sa mort, nous n'avions plus rien.
Mon frère, Richard, monta une entreprise de potage en sachet et d'aliments pour chats. Son affaire est aujourd'hui la plus dynamique du Languedoc, avec plus de 350 salariés. Quant à moi, je suis devenu intermittent du spectacle, spécialiste de Corneille, Molière, Racine, Marivaux. Comme ça, je suis toujours sûr d'avoir du travail dans les centres dramatiques. Mais qu'est-ce que tu fais? Alors, tu entres ou quoi? Ah, excuse-moi, au cours de mon dernier stage au Théâtre du Vent, Godichet nous a expliqué que pour entrer porteur de toute la théâtralité que l'arrivée d'un personnage introduit dans la relecture moderne d'un texte classique, il faut interpeller le spectateur en extériorisant le comment. Moi, comédien, je vais intérioriser mon personnage à travers une brève généalogie de ses antécédents psychosociologiques afin qu'il puisse être explicité dans l'écriture scénique que je vais... Oui, bon, ça va, ça va. Dis-moi plutôt pourquoi... Oui, alors, ton affaire. Bah, ne m'en parle pas. Les salariés en grève ou qui ne viennent pas, les délégués qui râlent toute la semaine, les commandes, les fax, les livraisons qui traînent, le client qui rouspète, et puis les réunions. Ah, c'est devenu dur de gagner du pognon. Je cours, jamais de trêve et jamais de repos. Ah, si ça continue, j'y laisserai la peau. Plus ma femme et ma sœur qui sont des casse-couilles. Et surtout, il y a cette dernière embrouille. On ose m'accuser pour ma soupe en sachet d'avoir utilisé de vieux stocks de déchets pour chats. Alors si je suis mis en examen, c'est ma boîte qui coule. Et je perds tout mon bien. Mais au fait, qu'avais-tu à me dire d'urgent? Tu voulais me parler? Ah, 2 mots seulement. Je vais rimer aussi. Tu connais bien Sylvain, le copain de ta fille, un garçon vraiment bien. C'est le fils de Louis, notre ami de jeunesse. Oui, Louis, je me souviens de ses prouesses. On en a fait ensemble. Et comme ton Richard, c'était, tu peux me croire, un drôle de gaillard. Elle l'aime. Et je crois qu'il en est très épris. Vous allez, à ce compte, accorder du crédit? Que dites-vous? J'ai dit que votre cher Sylvain, que vous prenez, je vois, pour un garçon très bien, est atteint d'une forme d'érotomanie et que seule peut guérir la psychothérapie. Et c'est bien pour cela que je l'ai récemment, ici, remis en place, et même vertement. Et je dois à mon ton et à ma fermeté de n'avoir pas été par lui prise et violée. Toi, Mathilde? Ah, vraiment, il devait avoir faim. Sérieusement, ma sœur, tu ne vas pas enfin... Oui, ce garçon a l'âge d'être votre enfant, et vous au moins sa mère. Ou sa belle maman. Ce garçon, justement, rêve d'un adultère avec celle qu'il croit pouvoir être sa mère. Tant que de ce complexe il n'aura pas tiré les leçons et sur lui fait toute la clarté, on le verra ainsi la chercher vainement. Et c'est pourquoi il veut devenir mon amant. Enfin, tu ne vas pas, pour d'obscures raisons, prétendre que Sylvain t'aimerait. Mais pourquoi donc n'aurait-il pu sur moi jeter son dévolu? Je peux vous affirmer que si j'avais voulu, on sait partout combien d'hommes m'ont recherché et pour qui la plupart ne s'en sont pas cachés, que j'ai eu de René, de Jean-Paul ou d'Henri, sans parler de François, de Jean-Claude ou Denis. Jean-Claude est divorcé pour la 5e fois. Il change de maîtresse à chaque fin de mois et paie 4 pensions. François a 3 enfants. Il m'a téléphoné pendant plus de 2 ans. J'ai dû dire à sa femme et comment et pourquoi il exerçait pareil harcèlement sur moi. Elle dit que vraiment tu es folle à lier. Mais c'est par aveuglement et surtout par fierté. Mais lorsqu'elle verra la vérité en face,
Elle me saura gré d'avoir eu cette audace. Votre amoureux, Jean-Paul, se moque bien de vous. Il vous traite de moche et le dit partout. C'est que je fus la seule à l'avoir éconduit. Ce petit Don Juan, pour une fois, séduit, alors que... Vous vous faites, ma sœur, des idées, je le crains. Il serait temps, je crois, d'arrêter ces refrains. Des idées, je me fais des idées. Eh bien, je suis ravie d'avoir quelques idées. Vous feriez bien aussi d'en avoir, cher compère. Allons, idées, allons à l'assaut de mes frères. Malgré son analyse, elle délire fort. Elle a pourtant changé de thérapeute. Encore? Le dernier lui faisait, paraît-il, des avances. Au-delà du transfert, oui. Pas de chance pour lui. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, Sylvain. Il est très amoureux d'Anne-Marie. Très bien. Voilà qui changera de ces petits frimeurs et de ces traluquets que fréquente ma sœur. Il voudrait amener ta cadette avec lui cet été en Espagne. Eh, c'est bon. Aujourd'hui, les parents ne décident plus pour les enfants. Et une fille peut aimer comme elle l'entend. Oui, mais ta femme en veut à ce pauvre garçon. Il n'a pas sa culture et puis... Il a raison. Ma femme, tu le sais, est une casse-pied. C'est pourquoi il faudrait avant lui demander ce qu'elle en pense. Eh, je te dis que c'est d'accord. J'ai peur... Mais puisque je te dis que c'est d'accord. Enfin, Aristubert, qu'est-ce donc que tu crois? Que c'est ma chère et tendre ici qui fait la loi? De ce qu'elle dira, je me fiche vraiment. Et puis, je devrais être à la boîte. On m'attend. Je lui dis en partant, si cela te rassure. Je préfère. Oh, vraiment, tu as la tête dure. Putain, quelle maison! Putain, quelle maison! Eh bien, Dédé, que t'arrive-t-il donc? Il m'arrive que madame me vire! Et comment ça? Ben, j'ai 5 minutes pour déguerpir. Non, tu resteras. Tu fais bien ton boulot. Et c'est moi qui te paie. Alors si ma femme... Oh! Mais c'est encore vous. Ne vous ai-je pas dit que je ne voulais plus jamais vous voir ici? Calme. Je ne veux plus la voir dans la maison, j'ai dit. Qu'a-t-elle fait? On ne peut sans raison... Je ne veux plus la voir, je la mets à la porte. Ma décision est prise. Et elle ne supporte ni appel, ni rejet, ni contestation. Cet acte militant, fruit des réflexions de notre collectif culturel féminin... D'accord. Mais dites-moi, enfin... Ainsi, croyez-vous, si je la mets dehors, que c'est sans un motif, sans un prétexte fort? Moi? Pas le moins du monde. Oui, ma femme a raison et ce que tu as fait mérite une sanction. Mais vous savez pourquoi? Et non, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as fait? Et moi, je ne sais pas. Elle vous a cassé de ces vases précieux que vous collectionnez et qui coûtent les yeux de la tête. À la fin, cessez de rabâcher vos médiocres soucis bourgeois et financiers. Mais pensez-vous vraiment que pour cette broutille, je renverrai d'ici sur le champ cette fille? Elle vous a piqué votre carte? À ma sœur? Retiré du pognon dans un distributeur? Pour qui me prenez-vous? Je ne suis pas un flic. Et pour un peu d'argent, une histoire de fric, j'en viendrai à un acte de répression qui entérine, hélas, l'échec d'une action dans son principe même et sa pédagogie. Oh! Mais c'est grave alors. Puisque je vous le dis. Elle n'a pas rentré de drogue ici au moins. Oh, s'il ne s'agissait que d'un malheureux joint. Vous n'imaginez pas la gravité extrême d'un propos dangereux pour elle et pour nous-mêmes. Non. Ce sont des propos contre mon entreprise. À mal parler de moi, vous l'auriez donc surprise. Ouh, la salope!
avec les ragots qu'on colporte. Je te préviens, c'est moi qui te flanque à la porte. Vous savez mes efforts pour la réinsérer, comme pour tous les jeunes en difficulté. Dans le cadre de l'aide aux filles des banlieues qui fait intervenir le théâtre et le jeu, nous l'avions invitée au spectacle magique qu'Ambéthèse a donné au centre dramatique. Bérénice en morceaux, adapté de Racine. Un nouveau dramaturge, une écriture fine. Eh bien, elle a osé, et avec quel aplomb, nous dire que c'est nul, et que pendant 2 plombes, ce qui, en bon français, se traduit par 2 heures, elle s'est emmerdée. Je la cite par cœur. Et c'est pour ça que vous... Quoi? L'un des plus grands noms des théâtres de la décentralisation, et sans nul doute aussi l'un des meilleurs Racines qu'on ait vu sur ce thème et sur cette héroïne. C'est vrai, jamais je me suis autant fait chier. Tu as raison. Moi, c'est avec ce Godichet. Quoi? De son jugement, vous prenez... Pas du tout. Je m'indignais. Mais attendez, ce n'est pas tout. Pour nous mieux faire voir comment son exotisme provoque des Romains le vieux patriotisme, montrer que Bérénice est aussi un peu homme, bien que femme, perdue dans la ville de Rome, Ambéthèse fait jouer sa 3e apparence, reflet le plus obscur de l'obscure souffrance, par un bel Africain, un homme de couleur. Eh bien, n'a-t-elle pas, en désignant l'acteur, proféré en public des remarques racistes, aggravé d'odieux sous-entendus sexistes, déclarant « Mais pourquoi ils ont mis ce négro ?» et que là, au milieu, il avait l'air idiot. Je suis pas raciste, monsieur, mais c'est vrai. Il y avait un noir habillé en reine avec une robe. On se demandait ce qu'il faisait là. On aurait dit qu'il s'était perdu. Tu n'as rien compris à cette mise en scène. Et n'as-tu pas perçu que le metteur en scène sort de Racine et de sa théâtralité toute la profondeur et la modernité ? Et lorsqu'on voit ici un personnage unique par plus d'un comédien joué à l'identique, c'est pour que chacun d'eux montre une vérité, un élément vital de son identité. Ces machins sont très bien pour vous, madame. Mais moi, ça m'intéresse pas. Toutes ces contorsions d'acteurs. D'ailleurs, il y avait aussi les spectateurs qui se contorsionnaient tellement ils se faisaient chier. Ces contorsions, comme tu les appelles, sont du contextuel, l'expression corporelle. La mise en scène ici, autant que les objets, nous raconte le texte et le discours muet. Mais en tout cas, elle faisait partir tout le monde, votre mise en scène. Alors que mon Roberto, lui, avec sa troupe d'amateurs à Cosigno-Jules, chaque fois qu'il joue, il fait un triomphe. Oh, mais quelle barbarie! Notre plus grand metteur comparait son travail à celui d'amateur. Ah, Mathilde, je vous prie, cessez cette querelle. Toute pédagogie est sans effet sur elle. Elle défie les lois, les concepts, les leçons des sciences de l'art et de l'éducation. Au moins, l'on ne pourra venir nous accuser de n'avoir pas, sur elle, en son cas, tout tenté. Mais il est des esprits sur qui les choses glissent. Donnez-lui donc son chèque et que l'on en finisse. Bon, fais ce qu'elle dit. Prends tes affaires, file, ou on va en parler 15 jours à la file. Là, vous êtes contente. Et vous avez gagné. Mais je vous le dis bien, je suis vraiment fâché, car nous l'avons viré sans aucune raison. Alors, vous voudriez que dans notre maison règne le populisme et que l'on y converse comme on fait tous les jours au café du commerce, qu'elle y dresse un recueil des discours poujadistes et une anthologie de remarques racistes, qu'elle y prenne à partie nos intellectuels et leurs engagements, les projets culturels, qu'on lui entende faire à sa guise, à toute heure, la sotte apologie du théâtre amateur. Mais je me contrefous qu'elle comprenne rien à vos mises en scène. Et si elle fait bien le ménage et tout ce que vous ne voulez pas faire à la maison et qui ne vous plaît pas. Réalisez-vous bien, mon frère,
le danger que font de tels propos courir aux sociétés. Ces propos sont du simple et solide bon sens. Elle dit simplement ce que beaucoup de gens pensent de vos copains et de votre culture, dont il faut reconnaître à la fin qu'on sature. Tout le monde ne peut être un grand diplômé ou d'une grande école ou d'université, et Freud, Lacan et Marx et tous vos intellos en plomberie, peut-être auraient été idiots. Quelle grossièreté, quelle vulgarité, et dans les arguments, le mode de pensée. Oui, on reconnaît bien là le sordide propos et d'un marchand de soupe et d'un esprit vieillot. En attendant, c'est lui, le marchand de potage, qui vous paie tous les mois vos femmes de ménage. Cet emploi lexical en dit long sur son cas. Je vous l'ai dit 100 fois d'éviter ce mot-là. Il est par trop sexiste et discriminatoire et doit être banni du nouveau répertoire. Cette fois, ça en est trop. Je vais devenir fou. Vous n'imaginez pas ce que l'on dit de vous. Comment? Qui se permet de tenir des propos pareils? C'est vous, ma sœur. Avec votre philo, vos sciences qu'on dit de l'éducation qui nous avez semé la perturbation. Vous voyez des machos, des fascistes partout. Mais vous ne voyez pas ce que vous faites, vous. Vous nous parlez toujours de droit, de liberté, et condamnez toute censure à l'étranger. Mais votre tyrannie et votre sectarisme, pour être culturel, valent bien mon machisme. Ma maison est l'écho de toutes les sottises dont tous les grands médias en cœur nous tyrannisent. Tous les jours, c'est la lutte contre la xénophobie, les discriminations et la guerre en snobie, les banlieues et tous les bazars de charité que régulièrement nous resserre la télé. Mais je suis préoccupé de vos combats lointains. Vous me traitez ici tous les jours comme un chien. Vous me faites manger quand il y a de quoi, à n'importe quelle heure, et les repas sont froids. C'est partout le désordre. Et du soir au matin, on entre, on sort, on va. Et moi, je cherche en vain une chemise propre et qui soit repassée. Un costume correct, un tricot bien plié. Et cependant, je paie des gens de toutes sortes que régulièrement vous flanquez à la porte. Je cours, je vais, je viens, partout je me démène. Je frise l'infarctus chaque fin de semaine pour vous donner à tous une vie confortable. Et pour remerciement, et pour parole aimable, je me fais insulter et traiter de raciste, de bourgeois, de facho, d'exploiteur, de machiste, d'affreux-réac, de flic, de Staline, d'Hitler. C'est vous qui me gonflez, qui me pompez l'air. De toutes vos idées, vos lubies culturelles, j'en ai. Oh, mais j'en ai par-dessus les bretelles. Et je vous dis tout net, et tout comme Dédé, mon épouse, ma sœur, vous me faites chier. Quant à votre théâtre, il est d'un tel ennui. Rien d'étonnant à ça quand on voit vos amis. Je ne supporte plus tous vos metteurs en scène et tous ces tracassés que chez moi l'on amène. À commencer par votre Gyura Stockmanchik. Ce type vous épate avec ce qui fait chic. Du pédant et du snob, il a toute la coupe. Aussi, je vous le dis, vous critiquez ma soupe. Pour être culturel et se prendre au sérieux, votre soupe artistique à vous ne vaut pas mieux. Quel machisme hideux, quelle grossièreté. Quelle masse d'ordure et d'archaïcité. Comment peut-on tenir un propos si vulgaire? Un pareil concentré d'idées réactionnaires et dire que cela vient de mon frère aîné. Je ne vous connais plus. Et je sors consterné. Est-ce tout?
Avez-vous fait la revue entière de vos frustrations, vos sujets de colère? Oui. Je suis en retard. À la boîte, on m'attend. Je voulais vous parler de ma fille. Ah, vraiment? Vous m'en voyez ravi. Son éducation n'est pas souvent parmi vos préoccupations. Laissons la polémique. Et d'abord notre aînée, comme ma sœur et vous, c'est une libérée. Vous en ferez sans doute une intellectuelle. De mari, elle ne veut pas, tant mieux pour elle. Sa sœur est différente. Elle a choisi le bagne et veut partir avec son copain en Espagne. Non, l'Espagne n'est pas du tout ce qu'il lui faut. On y va pour la plage et pour bronzer, idiot. Tous les Français moyens y passent leurs vacances. Et il ne me plaît pas que dans cette ambiance, elle soit tout l'été. Elle est déjà trop sotte. Il est temps que ma fille ait un peu de jugeote, qu'elle cesse en tout lieu de me faire rougir quand je l'entends parfois répondre ou discourir. Manzik, qui doit aller cet été en Snobby, vient de me proposer de la prendre avec lui. Enfin, puisqu'elle est amoureuse de Sylvain, qu'ils veulent être ensemble et qu'ils s'entendent bien. Il n'en est pas question. Si avec ce garçon elle se hasardait à quitter la maison, elle n'aura de nous pas le moindre centime. Pourquoi lui interdire? Ce n'est pas un crime. Je l'en informerai moi personnellement. Donc je vous interdis de lui parler avant. Ah, tu as vu ta femme, alors? Tout est réglé? Impeccable. Et maintenant, je dois y aller. Je vais annoncer ça à nos deux amoureux. Je peux t'assurer que... ils vont être heureux. Attends. Quoi? C'est d'accord? Oui. Et non. Oui et non. Ou c'est oui ou c'est non. Mais c'est pas oui et non. Ta femme ne veut pas qu'Anne-Marie... Si. Elle trouve très bien qu'elle parte. En Snobby. Avec Rastok Manchik, le grand metteur en scène. Comment? Rastok Manchik. Tu veux donc qu'il amène ta fille? Enfin, comment peux-tu, pauvre Richard, craindre à ce point ta femme? Es-tu dans si quoi? Je n'avais pas le temps. Et après, c'est pas toi qui la supporte. Et puis, j'ai besoin de paix, moi. Toi, toujours toi. Et pour avoir la paix, tu auras 2 fois plus d'ennuis. Tu le savais? Imagine un instant que la fin soit heureuse et que de ce Mansic, elle tombe amoureuse. Tu crois vraiment? Je crois qu'il est très motivé. C'est ton épouse qui le fait subventionner. Seulement réfléchis. S'il devient ton beau-fils, ce n'est pas 1 ni 2 que tu auras, mais 10 spectacles par trimestre et tout l'abonnement à toute la saison du Théâtre du Vent, de septembre à juin. Ah oui? Ah, tu as raison, je suis bien trop couard. Tout le monde dit que non. Si c'est toi qui le dis. Je me dois d'éviter à ma fille une erreur qu'elle peut regretter toute sa vie. Tout Godiché. Absolument, c'est le premier devoir de tous les bons parents. On a, je le vois bien, trop abusé de moi, de ma patience. Oui, c'est assez. Cette fois, je vais m'en occuper. Je prends la chose en main. Tout Manchik et tout Godiché, ah non. Très bien. Ma femme ne veut pas leur donner de l'argent. Je vais tout leur payer. J'appelle mon agent de voyage. Et pour toi, cours. Va dire à Sylvain que tout sera réglé avant qu'il soit demain. Installons-nous ici, dans ce petit salon, pour y mener à bien la conversation. Je l'ai aménagé, réservé, embelli pour tous nos invités. Et surtout, nos amis. Donc, ce spectacle, hier,
Qu'en avez-vous pensé? Dites-moi. L'événement. Le must de l'année. En Béthèse, chaque jour s'affirme plus qu'en vogue. Il est du siècle entier le plus grand pédagogue, le meilleur moderniste en théâtre classique et un avant-gardiste en art académique. Des textes des anciens, il fait des nouveautés. Et de n'importe quoi, une curiosité. Personne, mieux que lui, n'a jamais lu Racine. Sa Bérénice en feu, plongeant dans la piscine, est un trait de génie. La surcréation d'un Éros visuel qui sublime l'action. Oh, vous avez raison. J'en suis bouleversée. Quelle audace! Et surtout, quelle modernité! J'en ai même attrapé des battements de cœur, à tel point que j'ai dû appeler le docteur et prendre en me couchant un puissant sédatif pour oublier du jeu le trance évolutif. J'ai cru m'évanouir à la scène finale qui scelle son destin et lui sera fatale. L'écriture scénique est merveilleuse à voir, mais surtout, avoir fait incarner par un noir l'exotisme nouveau, la part de masculin que son rôle introduit par l'antique romain, cela tient du génie. Et c'est une prouesse de mettre en un classique autant de hardiesse. Oui, nul ne fut si loin dans la modernité. Et c'est un rude coup aussi qu'il a porté à la bête fasciste. Et sans lui, je le crois, le pays tout entier serait déjà sa proie. Du Bourgeois, l'an dernier, sa grande relecture était un monument parfait de portraiture. J'ai préféré pour moi, et de loin, son Malade. Et je l'ai trouvé plus vif, plus râpeux et moins fade. La scène où, pour montrer combien il affabule, il le fait tourner autour d'une canule, et d'un signifiant qui nous signifie tant que pour l'expliciter, il nous faudrait 20 ans. Pour moi, ce n'est pas là qu'est le vrai embêtaise. Je le trouve plus fort et beaucoup plus à l'aise dans les drames puissants, notamment dans Shakespeare. Et j'ai été enchantée par son nouveau Roi Lear, la façon dont il a transformé les acteurs en petits trains qui soufflent, en wagons et tracteurs. C'est événementiel. Savez-vous que l'on donne l'Hamlet de l'Eurazan aux scènes de Narbonne? Dire qu'en Avignon, il a été sifflé, que de tout le public, son art fut la risée. Le Razan, comme nous, fait partie des artistes qui travaillaient avec les esprits futuristes. Et nous ouvre des voies, nous montre des chemins qui ne seront compris que des gens de demain. Notre ami Godichet va adapter bientôt les pensées de Pascal, revues, relues par Diderot. C'est un mélange fou entre deux grands génies, dramatisés sous forme d'encyclopédie. Et pour l'agrémenter et figurer les muses, on jouera du pipeau et de la cornemuse. Ce sera critiqué. Des esprits acariâtres diront que c'est austère. Ils croient que le théâtre serait un simple lieu de divertissement. Mais le théâtre est fait pour le questionnement. Il est fait pour l'effroi et la perplexité. Et il est fait d'abord pour nous désespérer. À la Drac, en tout cas, personne ne balance. De tous nos directeurs, l'enthousiasme est immense. Pour vous dire à quel point cette œuvre les emballe, sachez qu'ils l'ont déjà programmée dans leur salle. Et maintenant, très cher, assez parlé des autres. Parlons de votre projet à vous, et donc d'une autre. Le voici. Et je sais qu'Ambéthèse, récemment, a dit qu'il le trouvait en tout point excellent. Et quant à Godichet, il l'a jugé parfait. Et il a garanti que cela fonctionnait. De le connaître aussi, je suis impatiente. C'est
la lecture vraie de nos femmes savantes. Texte d'après Molière, écriture scénique de votre serviteur, Giour Rastok Manzik. Oh, les femmes savantes, quelle nouveauté! Oh, ma sœur, en effet, quelle modernité! Je veux, revisitant cette pièce ancienne, lui redonner la clé qui doit être la sienne. Personne jusqu'à moi n'a bien compris le texte, qu'il faut évidemment mettre dans son contexte, et Molière lui-même n'avait pas saisi toute la profondeur de ses propres écrits. Trissotin est pour moi un grand maître à penser. Il est avant-gardiste en son siècle égaré. Je veux donc, en ce sens, lui rendre son image, lui faire retrouver son aura, son langage, que dans tout son propos, il soit la fulgurance de la philosophie et de l'intelligence. Des machos de son temps, première contentrice, Philaminte est en somme une annonciatrice de la femme moderne. Et c'est en conscience qu'on la voit s'adonner à toutes ces outrances, et par provocation, son jeu sera tragique. Et si un spectateur y trouve du comique, c'est que la comédienne aura trop nuancé, ou bien ne sera pas tout à fait concentrée. Voilà, on peut le dire, un projet merveilleux. Montrez-nous, je vous prie, ce qu'il y a de mieux. Vous ne pouvez nous faire attendre tout un an. Je meurs d'impatience. Abrégez, s'il vous plaît, mon tourment. Puisque vous insistez, j'y consens volontiers. Et je vais vous montrer la scène du sonnet. Vous arrivez à point pour voir la mise en scène que monsieur va donner pour la saison prochaine. Mais je n'ai pas envie. Restez là, je vous dis. Songeons à l'enfant nouveau-né, je vous prie. C'est l'heure au Trissotin qu'en soit sa poétique. Venez donc près de moi me donner la réplique. Volontiers. Venez aussi, venez. Non, merci. Je ne sais pas, monsieur, jouer la comédie. Pour cette grande fin qu'à mes yeux on expose, un plat seul de 8 vers me semble peu de chose. Vous savez, ma recherche, et quel projet je forme, explorer le théâtre aux confins de ses formes. Les 3 femmes alors mordent à pleines dents dans la chair de son bras. Il se débat, les prend, et je pense qu'ici, je ne ferais pas mal de joindre à l'épigramme ou bien au madrigal le ragoût d'un sonnet qui, chez une princesse, a passé pour avoir quelque délicatesse. La princesse Uranie a la fièvre d'amour, elle aime Trissotin et il lui fait la cour, mais n'osant assumer les effets du désir, refusant à son corps les bienfaits du plaisir, elle a sombré, hélas, dans la tristicité d'une grande passion trop longtemps refoulée. C'est là de mon projet la grande idée maîtresse dont on dit qu'Ambéthèse a loué la prouesse. Son mal est somatique et fruit d'un préjugé que le poète va analyser, dompter, libérant par son art son génie poétique, le pathos amoureux de cette femme unique. Donc, Trissotin n'est pas assis, l'air un peu mièvre, il court dans le salon, lui aussi a la fièvre. Je ferai du sonnet un puzzle éclaté, dans lequel le poète, enflammé, convulsé, en errant extravague. Il déambule, crie « Sors ! Sonnez ! Sonnez-ta, la princesse Uranie !» Il se met en scène, improvise des vers, qui sont autant d'appels à briser tous les fers. Loger son ennemi est pour moi plein de charme. J'aime superbement et magnifiquement. Ces 2 adverbes joints font admirablement. Son texte est un poème aux pages arrachées, qu'il va dans le salon à tous les vents jeter. C'est de la métaphore, une surmétaphore, métaphoriquement hyper et polyphore dans la mise en scène en situation qui décrit du plaisir la libération. Faites-la sortir
Quoi qu'on dit de vos riches appartements où cette ingrate insolemment attaque votre belle vie. Je veux mettre l'accent non sur la vérité, mais sur la sénité et sur l'intensité quasi insoutenable en ce moment de l'acte d'un désir impérieux, une sorte de pacte. Doudou, laissez-moi de grâce respirer. Donne-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. La princesse apparaît, ombre fantasmatique, reflet libidinal et psychanalytique. Il lui parle et soudain la saisit. Dans l'étreinte, il ne sait si c'est elle ou si c'est Philaminte. Philaminte est superbe et superbement belle, d'une féminité moderne et culturelle. Reflet libidinal et psychanalytique. Lui seul, je le crois bien, a ce talent unique dans la conception d'une dramaturge qui confine ma sœur au plus pur des génies. Oh, que j'aime superbe et superbement belle. D'une féminité moderne et culturelle. Les comédiens devront exacerber le jeu, devenu de la pièce principale en jeu. Que leurs traits se déforment, que leur voix s'altère, qu'on pense que leurs bras soulèvent des haltères. Ma lecture sera précipitée, ma pièce de Molière, une fulgurante mise en pièce. Moi aussi. C'est moi qui suis en pièce. C'est moi qui suis en pièce. J'ai la fièvre. J'ai la fièvre aussi. Quoi? Sans respecter votre rang, elle se prend à votre sang, et nuit et jour, vous fait outrage. Il saisit la princesse et Philaminte, en transe, arrache d'un seul coup l'ultime résistance. Lui fait expliciter, libérer et sortir les plis les plus secrets de son ardent désir. Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage, noyez-la de vos propres mains. C'est le cri impérieux, la libération, qui somme la princesse au total abandon et adjure la femme au comble du pathos de se laisser aller au bonheur de l'éros. Tout le poème alors est psychoculturel, il est acte profond, textuel, sexuel. Oh, on n'en peut plus. Oh, Pam. On se meurt de plaisir. De mille doux frissons, vous vous sentez saisir. Le bain, c'est l'abandon. La semence qui coule, le liquide d'amour sur le ventre qui roule, inondant la princesse. Il la libère enfin et découvre à son corps le plaisir féminin. On n'en peut plus. C'est assez. C'est assez. Oh, c'est assez. C'est assez. C'est comme un psychodrame, au comble de l'excitation. Oh, mais c'est un psychodrame et une thérapie. Et c'est encore mieux que si on vous l'a mis. Ah oui, je vais jouir. Oh, jetez-vous à l'eau, abandonnez-vous, oui. Mais que c'est bon. Que c'est bon. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas possible. Non, ne me touchez pas. Je me sens trop sensible. Ne nous dites plus rien. Et je crois que mon cœur... Oh oui, un docteur. Le désir de la femme, à la fin sublimé par le plus beau discours de l'éroticité. Contrôlez vos ardeurs sans aucun repentir, éteignez dans les eaux tous les feux du désir. Au lieu de succomber, prenez plutôt un bain si vous n'en pouvez plus, ça vous fera du bien. Voilà ce que Molière a toutes nous prescrit lorsque nos sens nous ont complètement trahis. Le sonnet, donc, vous semble... Admirable, nouveau, et personne jamais n'a rien fait de plus beau. Mon projet de lecture? Intense, fulgurant, jamais je n'en reçus de plus intelligent. C'est sur la femme aimée, et sur son lieu érotique, le plus fin des discours psychoanalytiques.
Depuis plus de 30 ans, oui, pour moi c'est certain. Jamais on n'aura vu un pareil tressautin. Je m'en vais l'imposer à la commission qui décide des aides, des subventions. Comment vous savoir gré de toutes vos bontés et de tous vos efforts pour la modernité? Vous aurez l'aide à l'art et à la relecture, et celle réservée à la bonne culture. Mais dites-nous aussi ce que vous méditez. Je brûle de savoir ce que vous préparez. Je n'ai pas, loin s'en faut, votre immense envergure, mais je veux à ma place œuvrer pour la culture. Et je compte bientôt ici créer un lieu culturel qui fera bon nombre d'envieux. Les textes retenus le seront librement, sans aucune censure, et le plus simplement, car l'unique critère impérieux, objectif, sera notre désir, notre choix subjectif. Tout ce que Montpellier en art compte de mieux devra passer par nous et sortir de ce lieu. C'est une idée superbe, et soyez assurés que de tout mon pouvoir, je vous y aiderai. J'ai déjà dans la tête un projet merveilleux d'un auteur allemand, un texte fabuleux. Écoutez seulement, la présentation est écrite pour le lieu de sa création. Drame d'aujourd'hui. Un homme en colère. Peut-être qu'il en avait assez, on ne sait pas de quoi, peut-être tout ce que vous voulez, on ne sait pas, rien n'est dit et tout est dit. Et j'adhère à ce texte parce qu'il n'y a pas d'action, pas d'intrigue, absolument rien de théâtral en lui. Mais son écriture est un corps qu'il faut réécrire dans l'espace. Ah, voilà une idée qui est bouleversante. Votre fille bientôt sera mon assistante. Et j'ai pour moi un projet d'atelier enseignant en liaison avec le théâtre du vent. Nous tirerons du corps sa physicalité, comme dit en Béthèse, sa théâtralité. Voilà qui nous promet de fort brillants colloques. Chacun pourra ici faire son soliloque. Créateur, analyste, écrivain ou metteur, pourvu que son propos soit pour nous le meilleur. Je veux aller plus loin et que notre chapelle ne soit pas seulement critique et culturelle, mais un centre d'idées et un lieu militant où la création rejoint l'engagement. Pour tout ce qu'on connaît, pour tout ce dont on glose, nous prendrons tous ensemble, aussitôt fait et cause. Et seuls seront à plaindre, et seuls seront les bons, ceux et seulement ceux pour qui nous combattrons. Nos avis fixeront l'art et la politique, les règles du théâtre et de la poétique. Tout ce qui n'ira pas chez nous sera banni. Nul n'aura de talent, hors nous et nos amis. Madame, un homme vous demande. Il est tout vêtu de noir, madame, cet homme tout. Je vous présente Aziz, notre homme de ménage. Je viens de l'engager pour plusieurs mois de stage, dans le cadre de l'aide aux banlieues et quartiers où résident les jeunes en difficulté. Il sait danser le rap. Ma foi, c'est étonnant. Et ses tags sont des chefs-d'œuvre de l'art vivant. Ce sont de purs moments d'expression d'autrui. Leur démarche éphémère est un morceau de vie. Quel est ce visiteur? C'est un de mes amis, conseiller artistique et de dramaturgie, et qu'une résidence en écriture amène au Centre national des écrits de la Seine. Madame, je sais pas, il est bizarre, le nom qu'il a. Faites-le vite entrer. Quand il a su comment on recevait chez vous tous les gens de talent, il a absolument voulu vous rencontrer. Il compte, s'il le peut, rester à Montpellier, et il m'a demandé Piotr Axel écrivain. C'est un esprit subtil, un parfait militant de la modernité qui, par son écriture, lutte contre toutes les formes de censure. Eh bien, qu'il me l'ait défendu, je vous le dis, tel que vous le voyez, il revient de Snobby. Il revient de Snobby. Oh, de Snobby, ma sœur, ma nièce de Snobby. Oh, de Snobby, mais quel bonheur. Oui, madame, oui. Oui,
Il revient de Snobby, où il a rencontré Jack et Bernard-Henri. Je crains de déranger. Monsieur, taisez-vous donc. En venant de Snobby, nous déranger. Oh non. Je vous retiens déjà pour une conférence à l'Université des Lettres et des Sciences. Permettez, monsieur, que des jalons vous faites comme le grand héros que sûrement vous êtes. Oh, je sais. Nos médias en parlent sans relâche. Mais je veux témoigner, car il faut que l'on sache ce que déjà l'on sait, que... Comme tout le monde, mon désespoir est grand et ma peine profonde. Mon spectacle là-bas mettra fin à la guerre. Mais aussi, j'en suis sûr, en tout lieu de la terre. J'ai réuni des textes forts contre la haine. Mandzic s'est proposé de me les mettre en scène. Si monsieur vous a fait la proposition de faire sur ce texte une création, votre dramaturgie doit être remarquable et vous pouvez compter sur notre appui comptable. Je sais qu'il a déjà écrit plusieurs séquences. S'il voulait nous montrer... Oh, j'en nie l'intéressance. Mais puisque je vous vois tellement insister, il s'agit de fragments de journaux, de papier. Tout cela réécrit sous forme de roman, adapté sur fond de rafales de vent, mis en scène en écho. Une dramaturgie qui soit engagement pour le droit, mais aussi expérience de texte. Il s'agit de jouer un texte injouable. Et ce, pour bien montrer que pour ces hommes dont la rage est inaudible, les mots paralysés sont rendus indicibles. Inventer un récit absolument nouveau, qui ne sera plus texte à voir, mais matériau de corporalité. Car j'en suis à penser que tout texte est porteur de théâtralité, que l'œuvre n'est rien d'autre qu'un matériau brut dont la lecture seule définit le but. Pour théâtraliser, coller n'importe quoi, personne en France n'a plus de talent que toi. Nul n'en a plus que toi, dans le sens où tu mènes ton art de la lecture et de la mise en scène. Ton Sade en liberté, tes morceaux de Kafka ont laissé l'an dernier les critiques béats. Des classiques français, tes grandes relectures nous en ont révélé la moderne figure. Pour des acteurs manchots, tes 4 mousquetaires. Ton Hernani, pour 4 comédiens par terre, Donia Sol dans un coffre et un décor filmé a laissé l'an dernier le public médusé. Chacun de tes projets porte un événement. Personne comme toi n'écrit scéniquement. Tes personnages d'un Tchekhov ont la puissance. Donc, je vais vous montrer quelques brèves fragments de ma dramaturgie. Et si vous le voulez... Et as-tu entendu, ici ou là, parler d'un projet qu'on prépare, un Trissotin nouveau, d'après Molière? Oh, oui. J'en ai eu des échos. Et sais-tu le metteur en scène? Vraiment non, et je n'ai pas envie d'en connaître le nom, car je le dis sans haine et sans esprit chagrin. Rien n'est plus nul que son tout nouveau Trissotin. On dit pourtant que c'est plein de modernité. Dit qu'on n'a jamais vu pire imbécilité. Mon avis là-dessus est un peu différent. Et je sais qu'en Bethèse, l'a jugé passionnant. Il paraît qu'il a eu un ton dithyrambique pour parler de l'idée et de sa symbolique. Je n'aurais pour ma part jamais pareille idée, et celui qui l'a eu est un âne batté. Alors, je t'en informe, enfin que tu me crois, ce projet est le mien. L'âne batté, c'est moi. Toi? Moi.
Je ne m'explique pas un tel égarement. C'est, à t'en pas douter, qu'on me l'a présenté sans m'en dire le sens et la subtilité. C'est que monsieur se croit le seul grand dramaturge. Au théâtre, il se prend pour un plus puissant démiurge. Tu vas m'en reparler et de son intérêt mieux me persuader. Mais voyons mon projet. Parler de la snobie aujourd'hui est banal. Il n'est pas un média, pas un livre, un journal qui du sujet ne nous rabatte les oreilles. À quoi bon rajouter à une ampleur pareille? Le drame que j'évoque est aussi général, le problème qu'il pose est international. Certes, mais trop redit. Ce genre de problème deviennent à la fin des tartes à la crème. Rabâchés, convenus, et de peu de valeur, ils conviennent surtout à de petits auteurs. On voit pourtant certains petits metteurs de poche n'avoir pas leur renom. Tais-toi donc, pauvre cloche! Ces petits metteurs-là sont très considérés dans tout le Languedoc et dans tout Montpellier. Ils sont depuis longtemps la risée du public. Et toi, dramaturge raté, conseiller flic! Piètre arriviste va en dormeur de salon, parle plutôt de ta récente création. 60 spectateurs le soir de la première, 12 le lendemain et 5 à la dernière. Mon choix était le bon. Et si tu crois m'abattre, je réponds que pour moi, oui. Parfois, le théâtre, pour pousser sa recherche et aller plus avant, peut très bien se passer de public pour un temps. Mais toi, dis-nous comment ta pièce visionnaire au théâtre Branchet, créée l'année dernière, se retrouva stoppée au bout de 3 soirées et ne fit pas plus de 15 à 18 entrées. Le public est fermé à ce qui est moderne, il préfère, on le sait, le trivial et le terne. Mais les gens de culture ont loué mon mérite, et nous avons même eu le grand prix des élites. Alors dis-nous comment tu barres, tu censures tes collègues auteurs en conseil de lecture, et principalement les auteurs de théâtre. Messieurs, je vous en prie, vous n'allez pas vous battre. Je te préviens ici, ma plume acérée te laissera dans l'art à jamais terrassé. Je t'exterminerai, gratte-papier obscène, par l'audace de ma nouvelle mise en scène. Je t'exclus à jamais des centres dramatiques, du théâtre d'État et des scènes publiques. Personne désormais ne voudra t'engager, tu crèveras de faim. Et sois bien assuré que je te laisserai crever à petit feu. N'envoie pas de projet dans l'un des nombreux lieux où j'ai certains amis, centres d'art ou théâtre. Tes textes, quels qu'ils soient, puisque tu veux m'abattre, sans être ouverts ou lus, seront tous déchirés. Et contre eux, je décrète un grand auto-da-fé. Contre toi, désormais, je me déclare en guerre. Et moi, je te ferai disparaître de terre.